Bonjour, chers internautes de l'Herald.net et bienvenue à l'émission Intelligence Éco, le magazine de l'économie financière et économique de l'Herald.net. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Siressi. Siressi, le président du think tank Africa Worldwide Group, un think tank afrocentré sur les questions de géostratégie et de géoéconomie en direction et en destination de l'Afrique. Bonjour, Monsieur Si. Bonjour, monsieur Diop. Voilà. Directement, première question par rapport à l'actualité des 6 ans de magistère du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Quelle appréciation faites-vous des performances de l'économie sénégalaise créditée d'un taux de croissance de plus de 6% depuis 2015? Est-ce que selon vous, cette performance est purement conjoncturelle ou bien elle est à mettre à l'actif du gouvernement avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent? Disons que l'embellie de croissance que nous avons au Sénégal est à mettre véritablement à l'actif de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Parce que pour que cela soit indexé sur la conjoncture internationale, faudrait-il encore que nous exportions du pétrole, que nous exportions du gaz et ce qu'on appelle un peu de l'or, un peu des matières premières qui sont en cours au niveau des marchés mondiaux. Mais en attendant, pour ce qui concerne l'économie sénégalaise, le gros lot de notre exportation concerne les poissons. Donc si nous en sommes arrivés à une embellie de croissance, c'est véritablement à l'actif du gouvernement et à la mise du plan Sénégal émergent. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, il est de dire qu'on a une croissance sur 3 années, bientôt 4 années, qui est successive et qui est positive. Cela est surtout dû et a été porté par un lourd investissement en capital. Ça veut dire que depuis pratiquement 3 ou 4 ans, il y a eu de grands travaux, de grands projets qui sont mis en œuvre. Et là où on peut peut-être revenir, c'est qu'on a une croissance du PIB qui est positive depuis ces 3 années. Qui est porté essentiellement, qui est très intensif en termes de capital, mais qui est très pauvre en termes de création d'emplois. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est comment transformer ces 3 années de croissance du PIB en création d'emplois. C'est véritablement le grand challenge qui se pose à notre économie, 3 ans, voire 4 ans de mise en œuvre du PSE. Ok, donc se pose toujours le problème de la dualité croissance du PIB et développement économique. Absolument, parce que la croissance n'est pas le développement, même si la croissance du PIB, bien entendu, est le commencement sur la route du développement. Parce que la croissance du PIB est un indicateur purement économique, un indicateur purement synthétique. Et pour pouvoir parler véritablement de développement, il faut se référer à la structure économique que nous avons. Oui, nous avons de la croissance, mais tout le challenge pour en arriver au développement, c'est de pouvoir transformer cette croissance en création d'emplois. Ça veut dire que globalement, on est dans une perspective intéressante, parce que pour tous les pays qui ont eu à connaître un reclassement économique, le point de départ, c'est d'abord la croissance du PIB sur une période suffisamment longue. D'ailleurs, d'après les calculs économiques, il faut que cette croissance-là soit soutenue au moins sur 7 années. À partir de cette année, c'est en ce moment-là qu'on devrait repartir à l'autre étape du développement, à la faveur de l'épargne qu'on a pu constituer, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, mais aussi le réinvestissement. Pour dire globalement, il est de l'économie comme il est de la vie, point de rupture. Et nous sommes au stade premier de notre développement qui a été d'avoir un taux de croissance du PIB soutenu. Maintenant, nous sommes en train de plein pied dans l'autre défi qui sera de
transformer cette croissance-là en création d'emplois, ce qui n'est pas encore actuellement le cas. Mais est-ce que le secteur du patronat et aussi le secteur privé ressentent cette croissance? D'aucuns disent que bon, c'est une croissance exportée pour les multinationales françaises et autres. Effectivement, il y a une part de vérité sur ce qu'on dit là, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui tiennent l'économie sénégalaise. Les piliers fondamentaux de l'économie sénégalaise sont gérés par ce qu'on appelle les capitaux étrangers. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin d'exercice, souvent ces multinationales, ces filiales de ces multinationales ont tendance à rapatrier leurs bénéfices au niveau de la maison mère. C'est ça qui explique quelque part qu'il y a une part de vérité dans ce que le patronat dit. Parce que pour l'essentiel, au lieu d'avoir un secteur privé sénégalais, on a davantage un secteur des privés. Mais aussi, il y a une responsabilité qui interpelle le patronat sénégalais. Parce que le patronat sénégalais, je rappelle ici que le Sénégal n'a pas un problème de secteur privé en réalité. Parce que sur un budget de 3 000 milliards à peu près, c'est le secteur privé sénégalais qui fournit les 2 000 milliards. Donc, on n'a pas un problème de secteur privé. Ce qu'on a, on a un problème de patronat. Pourquoi on a un problème de patronat? Parce qu'on est dans une compétition mondiale qui s'appelle la globalisation, qui est à la fois féroce et globale, à telle enseigne que beaucoup de pays se sont rendus compte que le fait d'avoir un patronat émietté n'est pas de nature à donner une visibilité par rapport à l'État pour défendre véritablement le secteur privé. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, si vous prenez l'exemple du Maroc, comme si vous prenez un autre pays, l'Algérie par exemple, on avait plusieurs syndicats patronaux. Et à la faveur de la globalisation, ils ont réuni les syndicats patronaux pour en faire un patronat unique et puissant, qui puisse défendre les intérêts du secteur privé local. Mais tel n'est pas le cas ici au Sénégal. Donc, pour dire quoi? Que l'émiettement et la multiplication des syndicats patronaux est de nature à constituer un frein pour un véritable développement du secteur privé national. Ensuite, il s'y ajoute qu'il y a cet aspect anecdotique du patronat sénégalais, que ce qui crée le plus de la valeur ajoutée dans cette économie-là ne sont dans aucun de ces syndicats patronaux. Et mieux, pour ces identités les plus remarquables de ces patronats-là, de ces syndicats patronaux-là, à la fois ils défendent les intérêts du secteur privé local, mais aussi à la fois ils siègent dans les conseils d'administration de ces multinationales-là. Donc, c'est qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, pourquoi l'État ne... Parce que si on est dans un contexte de globalisation, la mission de l'État, elle n'est pas initiale, mais elle est seconde. Alors, si on n'a pas un patronat assez fort, assez uni, assez fort, souvent, ça ne donne pas la possibilité à l'État de pouvoir privilégier ce qu'on appelle les intérêts locaux. Sinon, l'État est obligé d'ouvrir à la faveur de la compétition internationale. Absolument. Parlons maintenant de l'attractivité de la CEDEAO. Le round-up avec les demandes d'adhésion du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie. Pensez-vous que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO soit profitable au Sénégal? Y a-t-il pas des risques pour que notre tissu PME-PMI moins outillé pour faire face à la concurrence de l'offre marocaine? Et quelles mesures d'accompagnement préconisez-vous pour que le Sénégal en tire profit le cas échéant? D'abord, dans l'absolu, la venue du Maroc dans l'espace CEDEAO, dans l'absolu, va constituer une véritable menace pour l'économie sénégalaise. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, les Marocains, il y avait ce qu'on appelle les mandarines clémentines qu'on vend à Diamniadio. Il était un moment où le kilo coûtait 1000 francs. Des fois, on pouvait même l'avoir à 900 francs à Diamniadio. Quand les Marocains ont intégré cette filière, ils vendaient eux leur kilo à 500 francs. À telle enseigne que la demande locale n'était plus compétitive par rapport à la demande marocaine. Ça veut dire qu'ils ont tué ce secteur-là. Et quand ils se sont rendus maîtres
au niveau de ce secteur, ils ont remonté le prix à 1000 francs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Diamniadio, l'essentiel des mandarines que nous consommons là-bas proviennent du Maroc, alors qu'avant, c'était toute la zone là où on cultivait, on produisait. Donc, ils ont cette possibilité d'entrer dans un marché, de casser les prix, à telle enseigne que de chasser les autres, et une fois qu'ils ont un monopole, de pouvoir faire le prix qui les arrange. Et si on n'y prend pas garde, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le mandarine, clémentine, ils peuvent le faire aussi avec la maroquinerie et le cuir. Et en ce moment, c'est Ngaï Mekhe qui est extrêmement menacé. Et on peut le multiplier par d'autres types de produits. Donc, dans l'absolu, effectivement, ça peut être une menace parce que l'économie marocaine est beaucoup plus structurée que la nôtre. Elle est beaucoup plus dense en termes d'épaisseur et de volume. Même s'il reste encore à faire des études un peu plus précises pour voir de manière, du point de vue de la qualité, quelle est la perte que nous risquons de subir. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur aussi, il est que au-delà du Sénégal, il y a d'autres pays qui ont rongé un peu le frein, tels que le Nigeria. Parce qu'actuellement, dans 10 ou 15 ans, on risquera de conduire dans nos espaces CEDEAO des véhicules made in Nigeria. Or, actuellement, au niveau du Maroc, il y a une joint venture française avec Dacia, Peugeot, tout ce que vous voulez. Or, comme le Nigeria est en train de redéployer son tissu industriel, surtout avec un développement de l'industrie automobile, le Nigeria ne veut pas ouvrir comme ça son marché, alors que donc c'est ça qui fait la réticence du Nigeria. Mais autre point aussi, c'est par rapport au Maroc. Parce que le Maroc, en réalité, il n'est intéressé par la CEDEAO que par le commerce et l'économie, mais il n'est pas intéressé par la monnaie unique CEDEAO. Le Maroc souhaiterait garder sa monnaie, le dirham, tout en bénéficiant des privilèges de la CEDEAO, l'accès au marché. Donc c'est pratiquement beaucoup de pays. Voilà, en fait, beaucoup de pays ne sont pas d'accord. Je peux vous assurer qu'il n'y a que le Sénégal qui est favorable à ça, mais pratiquement dès lors que le Maroc a dit que lui, il n'est pas intéressé par la monnaie, la plupart des pays ont rongé un peu leurs freins et ont reporté jusqu'à signer l'adhésion du Maroc. Ensuite, il se pose qu'il y a sur la demande sur la table de la CEDEAO la demande d'adhésion de la Tunisie, il y a la demande d'adhésion de l'Algérie, il y a aussi la demande d'adhésion de la Mauritanie. Alors, dans la logique de l'Union africaine, ces sous-ensembles sous-régionaux ont été constitués pour donner un peu de volume à des espaces géographiques. Or, quand les pays de l'UMA quittent la zone pour venir intégrer dans l'Union africaine, ça risque un peu de tuer l'Union du Maghreb arabe, ce qui n'est pas dans la philosophie de l'Union africaine où chaque zone devrait être aidée, accompagnée. Ici, ensuite, et c'est là que je vais citer, que le critère d'ordre géographique qui tient beaucoup à l'Union africaine, parce que manifestement, le Maroc n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest, le Maroc est en Afrique du Nord. Absolument. Peut-être un mot sur l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale africaine à Kigali, le ZLECAf, avec le veto du Nigeria qui a différé sa participation concrète. Je pense que c'est un peu anecdotique parce que déjà en 1994, le projet d'accord qui a été signé en 2018 a été ratifié au niveau de Abuja en 1994. Mais il faut dire que de 1994 à 2018, il y a beaucoup de choses sont intervenues un peu dans l'espace pour que le Nigeria se rétracte. Moi, je pense que le Nigeria va être rattrapé un peu par ce grand ensemble. Ça veut dire que le Nigeria n'aura d'autres possibilités que de venir ratifier, parce que sinon c'est le Nigeria qui risque d'être le grand perdant. Parce que supposons, je donne un cas de figure, si le Maroc ratifie la zone de libre-échange, le Maroc peut utiliser le pays comme le Sénégal pour transiter. Or, le Sénégal et le Nigeria appartenant à la même zone CEDEAO,
ce que le Nigeria craint peut se retrouver au niveau de la collaboration entre le Maroc à la faveur de la CEDEAO. Donc dans l'un comme dans l'autre, véritablement on est enclenché dans une dynamique très porteuse. Et juste pour apporter des éléments d'information, il y a 44 États africains qui ont signé le traité de libre circulation au niveau de marché commun, les 44. Mais il y a seulement 20 États qui ont en réalité ratifié le traité de libre circulation des personnes et des biens. Donc l'espace aérien, c'est pratiquement les 44, mais pour le moment les 20, on espère qu'on va aller. Et puis c'est un peu le maillon qui manquait véritablement à l'Union africaine. Ça veut dire que pour autant, dans nos ensembles régionaux, on avait déjà réglé la question de l'intégration économique. Maintenant, il restait à régler la question de l'unité politique de l'Afrique. Or, l'unité politique de l'Afrique, on ne pouvait pas les régler dans les instances régionales, mais c'était au niveau de l'Union africaine. Et que véritablement le là est donné, et que tout compte que la présidence de Kagame va un peu accélérer les choses. En tout cas, le destin de l'Afrique, à défaut de basculer vers le fédéralisme, je pense que va véritablement dans le sens des grandes zones de libre-échange, des grandes zones où les gens peuvent circuler, aussi bien les gens que les marchandises peuvent circuler librement. Absolument. Monsieur Sy, parlons maintenant des nouvelles dynamiques de la mondialisation économique. Je veux dire, si vous décryptez le phénomène Donald Trump avec les USA, est-ce qu'il c'est un bluffeur ou bien il fait juste dans l'intelligence économique? Non, il fait même dans l'intelligence stratégique. Vous savez, notre ami Donald Trump, il n'est pas si fou que ça. Donald Trump, c'est un peu le leadership de la diversion et de l'imprévisibilité. Vous savez, quand Donald Trump faisait sa campagne électorale, il avait battu campagne sous le principe du plein emploi. Ils avaient promis, notamment à la classe moyenne des WASP, White anglo-saxons protestants, il les avait promis un peu le plein emploi. Maintenant, une fois qu'il a gagné, Donald Trump s'est rendu compte que dans bien des secteurs économiques, l'Amérique est fortement concurrencée, voire même dépassée. Que ce soit dans l'industrie des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la promesse, la solution, le problème des innovations technologiques, ce n'est pas seulement au niveau du site de la Silicon Valley, mais aussi c'est au niveau de New Delhi et c'est au niveau de Tel Aviv. Dans le domaine de l'automobile, la ville de Détroit n'est plus la référence mondiale. Dans le domaine de l'aéronautique, aujourd'hui, les chaînes de valeur se passent à travers le continent. Donc il y a un seul secteur économique encore qui fait que l'Amérique règne en maître, c'est le secteur de l'armement. Alors pour pouvoir gagner des marchés, pour pouvoir revitaliser l'économie américaine par le biais de la commande des armements, Trump a cette faculté de pouvoir instaurer une psychose d'une guerre imminente. Et ceci a la faculté de pouvoir de demander aux autres de venir se réarmer. Je donne un exemple. Quand Donald Trump indexe l'axe du mal comme l'Iran, c'est une certaine manière de dire à l'Arabie Saoudite et aux autres pays du Koweït, venez prendre des armes, sinon votre sécurité est en menace. Quand Donald Trump indexe la Corée du Nord, c'est pour inviter le Japon et les pays de l'ASEAN à venir faire des commandes. Et d'ailleurs, il a réussi son coup parce que c'est quelques 4 000 milliards de dollars que l'Arabie Saoudite a passé commande. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a l'économie américaine est en train de souffler petit à petit à la faveur de cette grosse commande dans le domaine de l'armement. Et à ce titre-là, Donald Trump est en train de réussir un peu son pari d'une relance de l'économie américaine par la commande des armes militaires. Et ça, c'est la stratégie de Trump. Disons que pour son premier mandat, cette psychose d'une guerre imminente est à la faveur de l'Amérique, mais je vous assure que l'Amérique ne va partir jamais en guerre ni contre la Russie ni contre l'Iran. Donc c'est une tactique qui est érigée en
forme de politique publique aussi. Absolument. Justement, il y a aussi l'axe Russie-Turquie contre l'OTAN, c'est aussi un autre ensemble géopolitico-économique. Absolument, absolument, parce qu'actuellement, Vladimir Poutine est en train un peu de continuer la guerre froide sur d'autres fronts. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'après 45 ans de lutte, de guerre froide, l'Occident est arrivé à bout de la Russie. Et Poutine a le rêve de grandeur de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques. Ici, ajoute aussi qu'au niveau de la Turquie, Recep Erdogan, la Turquie a toujours une dent contre l'Union européenne parce que rappelez-vous que la Turquie avait voulu intégrer l'Union européenne et l'Union européenne avait refusé. Ensuite, il se passe que la Turquie, c'était l'ancien empire ottoman qui avait même colonisé à un certain moment l'Occident. Alors, d'un point de vue géostratégique, Poutine, Ankara et Moscou sont en train de nouer une alliance stratégique à même de pouvoir contrecarrer l'hégémonie de l'Occident, l'hégémonie de l'OTAN sur véritablement la scène internationale, avec un axe central qui est un peu le Proche et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, de plus en plus, l'Occident et l'Amérique ne sera pas le seul maître du monde, mais il sera une puissance parmi tant d'autres. Et aussi l'axe Asie avec la Chine, l'Inde, les pays de l'ASEAN, c'est aussi une force économique en gestation, bien déjà prête. Bon, disons que le centre de gravité de l'économie mondiale est en train de passer de l'Asie vers l'Afrique. Ça veut dire que depuis les années 80, l'Asie avait été véritablement le centre de gravité de l'économie mondiale. Maintenant, on constate que depuis les années 2000, disons-nous à partir de 2000 jusqu'à 2010, l'Asie est en train de perdre un peu ce centre névralgique de l'économie mondiale à la faveur de l'Afrique, surtout notamment à la découverte des ressources pétrolières et gazières très importantes au niveau du continent africain. Mais ce n'est pas seulement les ressources minéralières de manière globale, mais aussi ce qu'on appelle le marché de consommateurs. Aujourd'hui, le marché de consommateurs en Afrique est l'un des marchés les plus promoteurs au niveau du monde, avec quelques 800 millions de consommateurs qui sont projetés ici en Afrique. Ensuite, il faut dire que dans ces pays d'Asie, l'économie était arrivée plus ou moins à maturité. À la faveur de la délocalisation des entreprises occidentales vers l'Asie, le niveau, un salarié, un travailleur, commençait à coûter pratiquement le même prix que s'il était au niveau de l'Occident. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les coûts de facteurs au niveau d'Asie sont extrêmement importants, ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 80. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les coûts de facteurs les plus bas que vous pouvez trouver, donc dès lors, là où vous pouvez avoir les retours sur investissement les plus intéressants, c'est au niveau du continent africain. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des relocalisations de l'Asie vers le continent africain. Ensuite, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les ressources agricoles. Parce qu'aujourd'hui, la population mondiale a tellement augmenté, il risque d'avoir la faim, disons-le comme ça. Or, de plus en plus, que ce soit en Asie, en Occident, on s'est rendu compte que les terres les plus arables, déjà les terres qui sont disponibles déjà, se trouvent sur le continent. Et les terres arables en termes de fertilité se trouvent aussi en Afrique. L'eau aussi se trouve en Afrique. De plus en plus, pour pouvoir nourrir les populations, que ce soit l'Occident comme l'Asie, de plus en plus ont intérêt à venir un peu en Afrique parce que le croît démographique, la population mondiale va de plus en plus augmenter sans pour autant que les ressources à l'état actuel n'augmentent pas. On a besoin encore de faire quelques cultures. Et c'est là à la fois les ressources minéralières, à la fois le marché des consommateurs, mais à la fois aussi la disponibilité des terres, mais aussi à la fois où l'Afrique est devenue un vaste chantier, parce qu'il reste énormément de choses à faire sur le continent. Pour tous ces quatre facteurs font qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est devenue le centre de l'économie. Absolument. Justement, quelles solutions économiques en termes d'intelligence économique préconisées pour les acteurs par rapport à cette prospective et cette perspective? Justement, parce que pendant longtemps, l'Afrique était stratégique pour les autres. Il est arrivé le moment où l'Afrique doit être stratégique pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous allons nous contenter d'être seulement l'enjeu des autres puissances? Est-ce que nous aussi, on ne va pas prendre le prétexte de ce reclassement inédit
pour devenir nos propres acteurs. En quoi faisant? En mettant en avant nos propres intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de jouer comme nous avons eu à jouer il y a 30 ans, 40 ans? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, d'autant plus que l'Afrique, qui n'était pas préparé à la mondialisation, s'est vu précipité dans la globalisation. À telle enseigne que les gens ont eu le temps de se préparer à la globalisation. Nous, on se cherche dans la globalisation. C'est pour ça que souvent, il y a quelques problèmes. Donc, aujourd'hui, le vent est à notre faveur et il faudrait que nos gouvernants africains, les actes qu'ils posent aujourd'hui, et ce n'est pas parce que nous avons tel passé que nous les posons, mais c'est parce que nous voulons tel futur que nous les posons. C'est en ce moment-là que nous voulons véritablement profiter à la fois de nos richesses, mais aussi à la fois du génie de nos peuples et à la fois de nos potentiels de toutes sortes. Justement, par rapport à la transition, une dernière question. Par rapport au futur économique spécifiquement du Sénégal, on nous parle de rebond, on nous parle d'un rythme d'endettement exagéré qui pourrait quand même pénaliser les générations futures. En termes aussi de stratégie d'intelligence économique, quel est votre point de vue là-dessus? Par rapport à la question de la dette, on n'est pas encore au niveau d'un seuil critique. Parce que l'UMOA préconise que les États ne doivent pas dépasser le seuil de 70% de leur recette budgétaire en termes d'endettement. Actuellement, le Sénégal est à 60%. Ça veut dire que le Sénégal a une marge de 10%. Ça veut dire que le Sénégal peut encore aller sur les marchés internationaux lever des fonds. Maintenant, le problème de la dette, ça veut dire qu'il n'y a pas en soi une dette bonne ou une dette mauvaise. Tout dépend de la finalité de la dette. Pourquoi on prend cette dette-là? La finalité, c'est le train express régional et les autres commodités. Donc ça peut être une bonne dette. Pourquoi? Parce que quand on prend quand on emprunte de l'argent pour l'investir dans le fonctionnement, ça c'est une mauvaise dette. Mais par contre, quand on emprunte de l'argent pour le mettre dans de l'investissement, et je crois comprendre que le train express, comment on l'appelait, le express train régional, express régional, le TER est un investissement. Donc le TER pourra générer du cash flow à même de pouvoir rembourser cette dette. Donc je pense qu'on est un peu dans la limite. Ce qu'il faudrait éviter en termes d'endettement, c'est de s'endetter pour le mettre dans le fonctionnement. Mais à chaque fois qu'on s'endette pour le mettre dans l'investissement, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, votre dernier mot, on est presque à la fin de l'émission, M. Sy. Là, je voudrais lancer une invite à tout le peuple sénégalais pour leur dire que en termes de mise en œuvre du plan Sénégal, le plus difficile a été fait. C'est de pouvoir maintenir un taux de croissance sur au moins 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, il y a un autre défi qui nous interpelle, c'est comment transformer ce taux de croissance positif en création d'emplois. Et pour ça, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, et pour ça, ce n'est pas seulement l'affaire des régimes, mais c'est l'affaire de tous les Sénégalais. Et j'en appelle à tous les Sénégalais de venir enrichir la perspective pour que le plan Sénégal émergent puisse devenir un plan national, évolutif surtout, qui va être renchéri, qui va être amélioré par toutes les couches et toutes les forces vives de la nation. Dans la perspective 2035. Merci, M. Sy. Nous vous rappelons que vous suiviez l'émission Intelligence Éco, le magazine de l'Herald.net dédié à l'information financière et économique. Je vous rappelle aussi que Siré Sy est le président du think tank Africa Worldwide Group, un think tank afrocentré sur les questions de géostratégie et de géoéconomie en direction et en destination de l'Afrique. Il a été aussi ancien rédacteur en chef du magazine African Business Journal. Merci et à bientôt.